ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les MOOC, c'est-à-dire les cours en ligne massifs. Et donc, quelque part, on pourrait se dire que ça pourrait remplacer un jour les enseignants. Mais bon, c'est pas vraiment la polémique que je veux aborder, mais plutôt vous expliquer pourquoi on fait des MOOC, quel est le principe, et puis surtout comment ça fonctionne, comment on peut en fabriquer un d'un point de vue technique. Et puis je vous donnerai quelques exemples illustratifs puisque je suis en train de faire un MOOC en ce moment. Alors la première partie de cette présentation, ça va être de se demander d'abord pourquoi on fait des MOOC, à quoi ça peut servir. Un MOOC, c'est donc un cours en ligne massif au sens du nombre d'utilisateurs. Et en fait, de mon point de vue, c'est la rencontre de plusieurs choses. Bon, le savoir de l'auteur du MOOC, une certaine forme de technologie qui aide à mettre en place le MOOC, donc ça peut être des vidéos, ça peut être des technologies web, style ce que l'on trouve dans Moodle pour l'interactivité avec les étudiants, et puis une part de social, c'est-à-dire que les étudiants ils peuvent interagir entre eux sur le MOOC, et donc il y a une sorte de réseau social dans le MOOC. Et puis l'étudiant, à proprement parler, en fait on l'appelle ici un apprenant, c'est le terme consacré pour le distinguer, je dirais, d'un étudiant classique dans une école. Alors, les MOOC, c'est un marché maintenant sur Internet. L'acteur dont je vais vous parler tout à l'heure, qui supporte le MOOC, essaye d'avoir un business model qui fonctionne autour des MOOC qu'il propose. Et puis pour les écoles et les universités, c'est une sorte de vitrine. Par contre, les enseignants, je dirais que ça peut représenter un certain danger, ou dans l'inconscient de certains enseignants, des enseignants qui sont très réfractaires à la notion de MOOC, ça peut être un danger parce que quelque part on a l'impression de se faire remplacer par quelque chose de digitalisé. Je vous parle maintenant du contexte de mon MOOC. Alors, ça se place dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle Connect.io, financé à hauteur de 880 kg €, et dont l'objectif est de faire à peu près 18 MOOC certifiants qui donneront lieu à des crédits ECTS. Alors, ne me demandez pas les détails de comment ça peut fonctionner cette partie-là, je ne sais pas trop encore. Et ils sont tous donc sous licence Creative Commons. Actuellement, on en a plus de 18 qui sont déclarés. On va peut-être pas quand même tous les faire. Vous voyez la répartition entre les différents INSA. Alors nous, à CVL, on s'est peut-être un peu emballé, on en a déclaré 6, ça fait peut-être beaucoup. On doit faire aussi d'autres choses. Alors il y a des SPOC et puis aussi des projets transverses, je vous en reparlerai. C'est des projets qui réunissent plusieurs MOOC sous forme d'un projet à réaliser par l'apprenant. Alors tous ces MOOC, on les a un petit peu répartis sur un ensemble de blocs de compétences. Vous voyez tous les blocs de compétences qu'on essaie de couvrir dans le projet. Moi, le mien il va se placer dans le bloc 5 qui est le développement logiciel. Le mien de MOOC, je vous l'ai mis en gras, couvre 3 compétences qui sont les suivantes. Se rendre compte de la contrainte du développement embarqué, faire une application Android avec un objet connecté ou un capteur, et puis savoir faire communiquer ce capteur avec une infrastructure derrière, donc typiquement un serveur. Donc dans le bloc 5, il y a un certain nombre de MOOC, notamment le mien qui est en haut en gras, et puis vous voyez quelques autres titres de MOOC. Maintenant, je voudrais présenter comment on en construit un de manière plus technique. Alors d'abord, ça engage un certain nombre de personnes. Tout d'abord, les auteurs du MOOC, bien évidemment, qui vont faire le premier séquençage, c'est-à-dire décider du plan de ce MOOC, qui vont commencer la rédaction et la production des vidéos, jusqu'à à la fin, éventuellement, quand le MOOC vit, va corriger éventuellement des erreurs dans le MOOC. Donc là, mon co-auteur, c'est Nicolas Stouls à l'INSA de Lyon, vous voyez en bas. Et puis ensuite, donc on produit un certain nombre de choses et il faut un peu d'aide. Alors il y a quelqu'un en plus qui s'appelle l'ingénieur pédagogique, vous voyez ici c'est AO, et qui va nous aider sur notamment la réalisation du séquençage pour qu'il soit correctement fait, qui va avoir un avis, je dirais, pédagogique sur la structuration et le contenu du MOOC, et qui nous aide à assister, qui nous assiste à la production à proprement parler, notamment des vidéos. J'en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure. Un autre acteur important, mais évidemment c'est l'apprenant qui va suivre le MOOC, qui va être évalué par un certain nombre de dispositifs, des quiz ou ses pairs. Et puis un autre acteur encore, c'est Open Classroom qui ici va nous aider sur un certain nombre de points techniques. Notamment, on va faire fonctionner le MOOC d'un point de vue du site web notamment, qui va l'exploiter et va dérouler son modèle économique dessus, qui va éventuellement apporter des ressources humaines pour animer le forum du MOOC, répondre à des questions récurrentes des apprenants, des choses comme ça, et qui va gérer aussi la partie certification des parcours.
Et puis, je mentionne aussi un dernier acteur, qui est notre directeur du numérique à CVL, et puis qui chapeaute un peu toute la partie développement de tous les MOOC du côté de l'INSA CVL. La première étape de conception du MOOC, c'est de réaliser un séquençage de ce MOOC en parties. Une partie, ça représente une semaine pour l'apprenant, qui va travailler pendant 3 heures sur cette semaine-là, plus une évaluation sur cette partie. Et donc, en général, un MOOC, c'est 4 à 6 parties, donc 4 à 6 semaines. Et dans une partie, on a une vidéo de 7 à 8 minutes, ou plusieurs vidéos qui font au total 7 à 8 minutes. Et dans ce chapitre, on peut avoir différentes sections éventuellement. Alors, par exemple, dans mon MOOC à moi, qui s'appelle donc développer des applications Android connectées, on a 4 parties. Moi, j'en fais 2, Nicolas Stools, il en fait 2 autres. Et dans chaque partie, on a prévu 3 à 4 chapitres, ce qui nous fait à produire à peu près 12 vidéos. Alors, voilà un exemple de séquençage pour mon MOOC. On y trouve 3 parties qui comportent des vidéos avec différentes sections, puis une partie 4 qui est en fait un TP sans évaluation, et à la fin, on trouve un quiz. La deuxième étape pour produire le MOOC, c'est d'abord de rédiger un certain nombre de choses, donc des brouillons de planches, de rédiger le texte qui va se retrouver sur le site web, et puis de développer les programmes que l'on va montrer. Ensuite, on peut produire à proprement parler à partir de ces brouillons. Donc on va faire les captures audio, on va filmer les logiciels, on va éventuellement filmer l'auteur, on va commencer à faire les animations des planches. Et une fois qu'on a produit tous ces supports digitaux, on passe à la partie montage. Alors, on peut se demander qu'est-ce que c'est une vidéo de bonne qualité. Est-ce qu'on attend des slides et quelqu'un qui parle un peu comme c'est actuellement? Est-ce qu'on attend des animations où ça bouge dans tous les sens? Est-ce qu'on attend de voir des logiciels? Bon, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse, chacun fait un peu ce qu'il veut. Ce que je vous propose, c'est de voir un certain nombre d'exemples qui vont illustrer mon propos et donc vous montrer le résultat de ce que ça donne pour mon MOOC en particulier. On s'intéresse à la gestion des tâches longues. On pourrait utiliser de simples threads, comme vu précédemment, mais il existe la classe spécifique A5Task qui apporte de nombreux avantages. Par exemple, ici, j'ai choisi volontairement une implémentation exponentielle de la suite de Fibonacci. On va pouvoir calculer pour un entier n le nème terme de la suite, et on va faire cela dans une activité. Dans l'interface, on saisit donc l'entier n ici, par exemple 8, et on appuie sur le bouton Prépare. Le code du bouton Prépare, que l'on voit là, sert juste à enregistrer cet entier dans un TextView et surtout à lancer la petite animation que vous voyez à droite. Bon, alors je reviens sur la partie plus technique de comment on produit un MOOC pour vous donner plus d'explications sur la façon dont j'ai procédé. Alors, les deux sources de notre vidéo, ça va être soit des slides que l'on prépare, soit des screencasts, c'est-à-dire des captures d'écran, par exemple de logiciels. Et tout ça, ça doit terminer sous la forme d'un fichier MP4, qui est la vidéo. Alors, quand on veut d'abord faire des slides, on fait les brouillons de ces slides. On ne fait pas justement les animations, on peut faire le dessin des animations, mais on n'anime pas encore, pour la bonne raison qu'il va falloir synchroniser ces slides avec l'audio. Et donc moi, pour procéder, j'ai d'abord fait des brouillons de slides, puis j'ai fait la capture audio du texte que je veux dire sur les animations ou sur les slides, et après, je fais la synchro entre ce qui est dit au micro et l'animation qui doit se dérouler devant les yeux. Alors là, ce que vous venez de voir est une animation, et j'ai fait justement l'inverse de ce que je viens de dire, mais en fait la différence ici, c'est que j'utilise 2 logiciels différents pour faire le brouillon de slide, et puis pour faire la synchro et l'animation. Vous voyez que d'un côté il y a LibreOffice pour faire un brouillon, et puis en fait à la fin on a utilisé Captivate, qui est un outil de montage qui permet d'intégrer des effets, qui permet d'intégrer des vidéos, qui permet d'intégrer un certain nombre de sources, et qui est fait pour faire ça. Et donc en fait, c'est lui qui réalise, c'est dans Captivate qu'on fait l'animation des éléments graphiques, et donc pour faire l'animation, il faut être synchronisé avec la partie audio, et donc c'est plus facile de faire d'abord l'audio, puis de réaliser les animations et la synchro. Tout ça, ça produit un fichier de sortie, une vidéo au format MP4. Éventuellement, si on veut faire des prises de vue de l'auteur, on le fait à part, on le filme, il parle devant la caméra, et ensuite on peut incruster dans Captivate l'auteur en même temps qu'un slide, par exemple, pour le voir à côté du slide. Si on parle maintenant des screencasts, c'est à peu près la même chose aussi. D'abord, si on utilise un logiciel, faut préparer le logiciel ou préparer la démo du logiciel.
Ensuite, on fait la capture de la vidéo de ce logiciel. Alors, souvent là, du coup, c'est plus comme on manipule le logiciel, c'est plus facile de capturer l'intégralité, c'est-à-dire le son et la manipulation, le tout en même temps. Et donc, ça nécessite de répéter pas mal de fois les essais parce qu'on fait des erreurs de manipulation ou alors on fait des erreurs quand on parle. Et puis après, on intègre tout ça, encore une fois, dans Captivate. On peut intercaler les screencasts avec les slides, voire incruster l'un dans l'autre, tout est possible. Alors, toutes ces étapes-là, je les ai pas faites en fait tout seul parce qu'il y en a beaucoup et ça demande beaucoup de temps de travail. Moi, j'ai fait vraiment toute la partie de gauche et AO, l'ingénieur pédagogie, c'est chargé vraiment de la partie intégration, c'est-à-dire le montage, la synchro et la réalisation des animations à partir des brouillons d'animation, des brouillons de dessin que j'avais réalisés de mon côté. Alors ce fonctionnement-là est quand même assez efficace parce que ça permet de répartir le travail. Au centre, la prise de vue, on les a pas encore faites, on va les faire bientôt là en juillet avec Open Classroom. Donc on va aller dans le studio d'Open Classroom, faire les prises de vue et on aura encore une partie intégration dans le logiciel Captivate. Alors pour les prises de vue, je vous montre en 2 mots ce que ça peut donner. Là, j'ai repris ça du MOOC proposé par Open Classroom qui explique comment construire un MOOC. On voit la prise de vue dans le studio et ensuite on voit la personne qui intègre la prise de vue dans un slide et on aperçoit un logiciel de montage. Nous, on a procédé avec donc Captivate pour l'instant, c'est plus simple. Et là, je vous donne juste l'écran que peut avoir AO sur son ordinateur, où on voit son animation et puis on voit les différents éléments qu'elle peut ajouter sur l'animation dans la partie du bas. Donc concrètement, dans le navigateur de l'apprenant, on va retrouver une interface qui ressemble à ça. Donc on a le titre du MOOC, on a en haut un certain nombre d'informations, par exemple le nombre d'heures du MOOC, la licence. Ici on a en fait une barre qui permet de naviguer dans les différents chapitres du MOOC. Donc là on voit qu'on est dans la deuxième partie, au chapitre numéro 2. Et puis on va arriver jusqu'à la fin. Quand on est là, on a terminé le MOOC. Ensuite on retrouve évidemment le contenu de ce chapitre avec la vidéo qui doit être produite pour cette section que j'ai pas encore insérée ici, et puis on a en dessous le contenu du MOOC en version textuelle, donc un petit peu plus élaboré que ce qu'on va trouver dans la vidéo avec des détails, et par exemple ici j'ai un code qui montre une activité Android qui fait partie de ce qui est montré dans la vidéo. On peut même mettre des liens, par exemple j'ai mis le lien vers GitHub où on retrouve le code source de l'exemple, et puis après on arrive à une seconde section avec une nouvelle vidéo. Pour la partie évaluation maintenant, on a plusieurs moyens de le faire. On peut faire d'abord des quiz. Donc le quiz, c'est vraiment un QCM classique. On a des questions avec une ou plusieurs bonnes réponses. Et donc il faut choisir et valider. Et pour valider la partie, enfin ce quiz, il faut avoir 70% de bonnes réponses. On peut aussi faire faire des TP à l'apprenant sans évaluation particulière. Donc en fait, c'est vraiment comme un TP classique ou un tutoriel où je déroule toutes les étapes du TP, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut programmer dans Android Studio. Enfin, on peut faire des activités qui sont en fait des TP, mais qui sont pour le coup évaluées. Donc elles sont corrigées par les pairs. La personne rend son activité et corrige ensuite à son tour 3 activités d'autres personnes. Au niveau des corrections, ça donne ce genre d'écran. On a en haut de quoi télécharger le corrigé type. Et puis ensuite, en bas, eh bien, on va récupérer et noter chaque personne en récupérant ce qu'elle a produit et en remplissant les cases avec la notation. La dernière façon de faire de l'évaluation, c'est de faire des projets transverses. L'intérêt, c'est de couvrir plusieurs MOOC et donc de valider un parcours de l'apprenant et de lui donner à la fin une certification. Alors ils appellent ça bachelor. Je ne suis pas encore trop sûr de comment ça va se matérialiser. Et je vais vous montrer 2 exemples de projets. Alors, premier exemple, c'est un projet réalisé par Nicolas Tools. Il s'appelle le bouton Miam. L'idée, c'est que chacune des personnes a un bouton qui permet de déclarer si oui ou non elle est d'accord pour aller manger à midi ensemble. Et donc, il faut un petit peu de matériel, ça coûte un petit peu d'argent. Et voici un exemple de projet réalisé avec le câblage, etc. et la partie logicielle qui va à l'intérieur. Deuxième exemple, c'est le projet que l'on va réaliser. C'est un projet de running connecté avec comme support matériel un smartphone et une montre connectée. Alors on n'est pas obligé d'acheter la montre, hein, on peut se servir d'un émulateur. L'idée c'est que la montre elle reçoit la localisation GPS de la personne qui court ou qui fait du vélo.
on remonte l'information au niveau du smartphone et on pousse la trace vers l'ordinateur ou vers un serveur web, on va dire. Et puis ensuite, on va pouvoir faire des comparaisons entre les différentes personnes qui envoient des traces de géolocalisation et appliquer des algos de protection de la vie privée pour garantir un certain anonymat à la personne qui partage ces traces de géolocalisation. Pour conclure cet exposé, je donne quelques chiffres et ce qu'il me reste à faire. Alors, déjà, le MOOC, à proprement parler, il est rémunéré pour les auteurs à hauteur de 54 heures équivalent TD, ce qui fait environ, pour moi, vu que j'en fais la moitié, 27 heures équivalent TD. J'y ai déjà passé environ 3 semaines à temps plein, et encore, c'est pas moi qui ai fait le montage, hein, c'est AO qui s'en est chargé. Et puis il me reste encore plein de choses à faire, il me reste les prises de vue à les faire en podcast room, les activités et faire les corriger, et puis le projet dont je vous parlais, il faut encore le rédiger, le tester.